Alors, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel de physique de cinquième secondaire, toujours dans le chapitre de l'énergie. Et nous terminons en quelque sorte aujourd'hui notre introduction au concept d'énergie, introduction que j'ai menée dans le cadre là, de notre étude des machines simples. Et donc, on va terminer cette section-là aujourd'hui. Et vous allez voir que justement, aujourd'hui, on va s'éloigner un petit peu peut-être là, des concepts game mécaniques, tout ça, qu'on va y faire référence. Mais on va se rapprocher davantage des concepts d'énergie que vous connaissez peut-être un peu. Tranquillement, on va ouvrir la voie pour la suite des choses et on va peu à peu là, mettre les concepts en place pour être capable justement d'aller aborder de façon plus frontale les différentes formes d'énergie, ce qu'on fera là, dans un prochain tutoriel. Mais pour l'instant, on va définir certaines choses et on va rester justement dans l'analyse énergétique des machines. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait avec, par exemple, le gain mécanique pour les machines simples, c'est d'étudier les machines en termes de force. Donc, comment les machines me permettent de forcer plus ou moins, et également au niveau du temps de réalisation d'une tâche. Ce à quoi on va s'intéresser à partir d'aujourd'hui, c'est les énergies qui sont en jeu. Donc, quelle est l'énergie que je dépense à actionner une machine? Est-ce que cette machine-là est efficace ou non? Quel est son rendement par rapport au temps, donc la puissance de la machine? Ces concepts-là, c'est des concepts que d'ailleurs vous avez déjà étudiés en quatrième secondaire. Vous allez voir aujourd'hui, je ne passerai pas beaucoup de temps peut-être dans les définitions des concepts. L'intérêt, là, une fois que ces choses-là que vous avez déjà vues en secondaire 4 seront remémorées, si vous voulez, ça va être d'aller travailler ensemble un exemple mathématique en lien avec un peu tout ce qu'on a fait. Cet exemple-là nous servira en quelque sorte de synthèse pour notre section sur les machines simples. Donc, nous sommes à la page 4 du document de notes sur les machines simples. Et tout au haut de votre page, vous avez un tableau dans le fond, là, qui compile différentes quantités en lien avec l'énergie, l'efficacité énergétique des machines. Et la première, donc, quantité, une quantité que vous avez étudiée certainement en secondaire 4 ou cette année, peut-être en mathématiques de cinquième secondaire, dans le chapitre des vecteurs. Donc, c'est le travail. Donc, le travail, quantité fort importante en physique, c'est la quantité d'énergie nécessaire à la réalisation d'une tâche. Et donc, pour calculer ce travail, on va utiliser bien sûr une formule que vous connaissez certainement, donc qui est la formule W est égale à F fois delta X. Donc, W, ça représente le travail. Donc, vous avez le symbole W issu de l'anglais, hein, work. Donc, W pour work. Donc, c'est égal à F, la force, fois delta X, le déplacement. Donc, déplacement sur lequel on applique la force. Et là, j'ai ajouté ici un petit symbole un petit indice là, au symbole de la force, le F. Donc, vous le voyez ici apparaître, l'espèce de deux barres parallèles. Donc, force parallèle, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ben, ça va faire l'objet d'une petite note là, qu'on vous pourrez indiquer dans la case important, donc dans quelques instants. Et je donnerai un davantage d'informations là-dessus là, dans quelques instants. Mais d'abord, en termes d'unité, qu'est-ce qu'on a devant nous? Ben, le travail, c'est une énergie. Donc, l'énergie, ça se mesure en joules. Donc, J ici pour les joules. Et donc, au niveau de la partie de droite de l'équation, donc une force, c'est en newton. Et évidemment, un déplacement en mètres. Et à partir de maintenant, les unités vont devenir assez importantes. Donc, ça va être important ici, toujours vraiment de s'assurer de travailler donc en newton, en mètres, surtout pour les unités de longueur, je vous dirais, parce que c'est pas rare des fois qu'on vous donne des unités de longueur qui sont en centimètres ou en millimètres ou peu importe. Donc, ça va être important toujours de rester en mètres. Pourquoi? Parce que quand on va, par exemple, utiliser la formule du travail, ben, on sait que des newtons fois des mètres, ben, ça va nous donner la même chose que des joules. Et ça, c'est des égalités qu'il va falloir apprendre à travailler. Parce que dans certains calculs, si on fait le traitement des unités, on arrive à la fin, on a des joules, plutôt on a des newtons fois des mètres.
Ben là, il faut penser, dire, oh, Newton fois mètre, ben oui, c'est vrai, ça donne des joules, donc je viens de calculer ici de l'énergie. Donc, revenons à cette petite mention ici que j'ai indiquée au sujet là, de la force parallèle. Qu'est-ce qu'on voulait dire par ça? Donc, j'ai ici une petite note que vous pouvez là, noter dans la section important de votre tableau au sujet là, du travail. Donc, ce qui est important de considérer au niveau des forces quand on calcule le travail, c'est que seules les forces qui provoquent un mouvement provoquent un transfert d'énergie. Bon, c'est peut-être pas à 100% exact, mais pour les besoins de notre cours de physique de 5e secondaire, on va se fier à ça. Donc, les transferts d'énergie, du moins que nous allons étudier, ben, c'est des transferts d'énergie qui sont passés par un mouvement quelconque, et ce mouvement-là a été provoqué par une force. Et pour qu'il y ait une force qui provoque donc un transfert d'énergie, ben, la force doit être parallèle au mouvement donc de l'objet. Donc, ainsi, seules les forces parallèles au mouvement sont comptabilisées dans le calcul du travail. Et je vais essayer de vous donner un petit exemple très rapide de ça, avec un petit schéma. Quelque chose qu'on a fait à plusieurs reprises, notamment dans le chapitre des forces, où on a étudié là, ce genre de situation-là. Donc, vous pouvez là, mettre sur pause la vidéo là, si vous voulez pour prendre en note les 3 dernières lignes ici dans votre tableau. Je vais les effacer donc dans quelques instants, puis comme je vous dis, vous pouvez mettre sur pause, puis ensuite reprendre la vidéo quand vous êtes prêt là, à voir la petite explication. Donc, c'est parti. L'explication que je voulais donner au sujet des forces parallèles, si vous vous rappelez du chapitre là, sur les forces, on a vu plusieurs problèmes où on avait, là, par exemple, des objets, donc, par exemple, ici, un bloc quelconque, ou souvent c'était des traîneaux, là, qu'on tirait avec un câble, ici, avec un angle. Et ce qu'il fallait faire, là, souvent, dans cette situation, ce genre de situation-là, c'était de décomposer la force, donc, en une force horizontale, et une force verticale ici. Donc, je vais mettre ici tension, mettons, là, pour le nom de la force dans le câble, et ça serait tension en X et tension en Y. Et là, généralement, il y avait un angle ici là, qui nous permettait de calculer l'une ou l'autre des deux forces. Je vais le mettre ici, le θ, là, pour m'indiquer qu'il y avait un angle ici. Et donc, la raison pour laquelle on faisait ça, c'est qu'ultimement, la force qui nous intéressait, si on cherchait par exemple l'accélération du bloc ou quoi que ce soit, c'était la tension en X. C'était la tension qui était exercée dans le sens du mouvement. Et si on parle en termes de vocabulaire d'énergie, donc imaginons ici que j'ai une force qui tire mon objet, donc l'objet va acquérir une vitesse, donc on va avoir une accélération, éventuellement il va acquérir une certaine vitesse au terme de cette accélération-là. Bon, je vais utiliser des termes que vous connaissez, qu'on n'a pas encore nous-mêmes employés, mais cette force-là, donc, va provoquer un mouvement, donc, va donner une vitesse à l'objet, et qui dit vitesse dit énergie cinétique. Donc, je vais utiliser ici le symbole EK, énergie cinétique. Donc, vous vous rappelez peut-être, la 4e secondaire, hein, tout objet qui a une vitesse, une masse, une vitesse, donc on lui associe une énergie, donc une énergie cinétique. Donc, qu'est-ce qui va provoquer le mouvement de mon objet dans la situation actuelle? Ce n'est pas toute la corde ici, c'est seulement la partie horizontale qui va mettre mon objet en mouvement, qui va lui donner une vitesse, et donc qui va lui donner une énergie cinétique. La partie verticale de ma force, elle ne fait que soulever mon bloc par rapport au sol. Donc, je ne provoque pas de mouvement, je ne donne pas une énergie supplémentaire, je fais juste alléger, si vous voulez, le poids du bloc sur le sol, je viens aider, si vous voulez, à alléger la normale par rapport au sol. Ça, c'est des choses qu'on a abondamment discutées dans des tutoriels et également dans des séances vidéo où je répondais à certaines questions. Bref, donc la force en Y, la force verticale, ne donne pas d'énergie cinétique à notre objet, ne met pas l'objet en mouvement. Tout ce que ça fait, c'est amoindrir la normale, donc sur le sol. Dès lors, je n'ai pas à calculer cette fraction, cette partie de la force, de la tension dans ma corde, comme étant une force qui contribue à un travail quelconque. Donc, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de gain d'énergie de mon bloc en raison de cette force-là, seulement en raison de la partie horizontale. C'est pour ça qu'on dit que les forces doivent être parallèles au mouvement. Donc là, ici, la composante horizontale
parallèle au mouvement horizontal de mon bloc. Donc, si j'avais à calculer ici l'énergie dépensée, ben, il faudrait que j'utilise la force ici qui est parallèle. Donc, voilà pour cette petite explication, cette justification au niveau des forces parallèles, donc qu'on doit calculer lorsqu'on calcule, la formule du travail. Autre quantité ici, la puissance. Donc, la quantité d'énergie qu'une machine dépense dans un certain intervalle de temps, donc la consommation énergétique par rapport au temps, c'est ce qu'on appelle la puissance. Et pour calculer cette puissance-là, ben, la définition nous donne en somme là, la formule. Donc la puissance P, donc ici c'est la puissance, donc P, c'est le travail divisé par le temps. Donc, W ici, le travail, donc l'énergie dépensée par la machine, par l'intervalle de temps là, nécessaire pour réaliser ce travail-là. Et en termes d'unité, donc là, il faut faire attention ici, il peut y avoir un certain mélange là, au niveau des genres. Donc, les unités de la puissance donc, est représentée par le symbole W qui représente, lui, les watts, en l'honneur de James Watt. Donc ici, watt, qui est une unité de puissance. Et à ne pas confondre, et là peut-être ici, si je peux changer ma couleur ici, je peux mettre du jaune. À ne pas confondre ce W et celui-là. Donc, le W ici du travail et le W de l'unité de mesure des watts. Il faut faire attention ici. Donc, ça peut porter à confusion. W pour le travail, donc ça, c'est une quantité. W pour les watts, c'est une unité de mesure. En général, on ne devrait pas avoir à se mélanger parce qu'une unité puis la variable qui représente le travail, généralement, on n'aura pas à intégrer ça en même temps dans une même formule. Mais faites attention pareil pour ne pas confondre les deux. Donc, entre l'unité de mesure, le watt, qui est l'unité de la puissance, et bien sûr, le symbole W qui représente le travail. Donc, si je reviens ici à mes autres unités de mesure, ben, vous les aurez reconnues. Donc, le calcul de l'énergie, donc, c'est, j'allais dire watt, bien sûr que non. Donc, c'est des joules, c'est une énergie. Et le calcul du temps, ce sont des secondes. Et encore une fois, j'insiste, très important ici, donc tous les temps qu'on va calculer sont en secondes. Donc, vous devez les convertir. Là, souvent, là, c'est des pièges dans certaines questions quand on calcule des puissances. On vous donne des temps en minutes, donc il faut les convertir en secondes, etc. Donc, faites attention à ça. Quand on travaille avec les énergies, là, il y a souvent des pièges au niveau des unités. On va voir, le plus qu'on va avancer dans les types d'énergie, dans les prochains tutoriels, vous allez voir que c'est très, très fréquent, les pièges. Et ce sera, dans le fond, un de vos défis d'éviter les pièges au niveau des unités. Toujours travailler en système international. Donc, mètre, seconde, kilo, joule, etc., Newton. Donc, voilà pour ça. Il n'y a pas de note particulière là, dans la case important. Vous n'avez pas rien à écrire là, de plus particulier pour la puissance. C'était simplement la définition. OK. Dernière définition aujourd'hui, c'est le rendement. Donc, le rendement, ça nous donne donc l'efficacité énergétique d'une machine. Et vous avez la formule ici qui est apparue directement. Et vous avez un drôle de symbole ici qui apparaît. Donc, une espèce de N avec une barre plus longue. Hein. Si vous tracez ça ici, c'est comme vous faisiez un N minuscule avec une barre plus longue. Et vous l'aurez peut-être deviné, c'est une lettre grecque. Donc, c'est la lettre grecque eta. Donc, qui représente ici le rendement. Et comment est-ce qu'on calcule donc ce rendement? Bien, deux façons de le faire. Donc, en calculant le travail résistant. Donc, le travail résistant d'une machine, c'est le travail nécessaire, je vais l'écrire ici, travail nécessaire pour déplacer, soulever une charge. Donc, souvent, avec les machines, on essaie de soulever une charge ou de déplacer une charge. Je vais écrire ici déplacer. C'est un verbe peut-être qui est plus large là, que soulever parce que ce ne sera pas toujours un travail qui se fait à la verticale. Déplacer, donc la charge. Donc, souvent, comme je le dis, c'est vertical. On soulève une charge d'une certaine hauteur.
Donc, pour ça, ça nous prend une certaine énergie, un certain travail. Donc, quel est le travail nécessaire pour déplacer la charge? Donc, c'est ce qu'on appelle le travail résistant. Donc, ça, souvent, on est capable de le calculer. Par exemple, si une charge se soulève d'une certaine hauteur, éventuellement, on va revenir à des principes là, d'énergie potentielle gravitationnelle et puis tout ça. Donc, ça va être généralement notre travail résistant. Maintenant, le travail moteur, ben, c'est le travail donc, nécessaire pour actionner la machine. Donc, travail nécessaire pour actionner. Nécessaire, le R, c'est disparu. Pour actionner la machine. Donc, c'est le travail que je vais faire pour mettre en fonction la machine, pour mettre vraiment là, notre objet, notre outil en marche. Et donc, cette quantité d'énergie-là ne sera pas toujours égale. Donc, au travail nécessaire là, pour soulever la charge. Et la raison pour laquelle ces deux quantités-là ne seraient pas égales, donc je vais l'indiquer ici entre les deux, c'est en raison du frottement. Donc, s'il y a présence de frottement dans votre machine, s'il y a présence de perte, s'il y a présence de perte d'énergie ici, là, je n'ai pas beaucoup de place pour mon T de frottement, je vais le recommencer ici, frottement. Bon, voilà, OK, parfait. Donc, s'il y a des pertes d'énergie, s'il y a présence de frottement, ça fera en sorte, bien sûr, que notre rendement ne sera pas de 100%, le travail résistant ne sera pas égal au travail moteur, donc c'est-à-dire le travail nécessaire pour déplacer la charge ne sera pas égal au travail nécessaire pour actionner la machine. Et ça, ce sera en raison, donc, du frottement ou, de la perte ou des pertes d'énergie en cause là, dans la machine. Dans la majorité des machines là, avec lesquelles on va travailler, on ne considérera pas le frottement. Donc, dans ce moment-là, ça veut dire que le rendement est 100%. Et ça veut dire aussi, si on revient à quelque chose qu'on a vu au tout début, donc, que lorsqu'il n'y a pas de frottement, le gain mécanique réel et le gain mécanique idéal d'une machine sont égaux. Donc, les deux valeurs ici sont égales. Et d'ailleurs, ces deux valeurs-là, on peut les utiliser dans le calcul du rendement. Donc, si on divise le gain mécanique réel par rapport au gain mécanique idéal, donc, si le gain mécanique est réel, s'il y a présence de frottement, il va être nécessairement plus petit que le gain mécanique idéal, bien, ça va faire en sorte qu'on aura un rendement, donc, qui ne sera pas de 1, qui ne sera pas de 100%. Donc, quand on va diviser ces deux quantités-là, s'il y a frottement, le gain mécanique réel va être plus petit que le gain mécanique idéal, et donc on va être dans une valeur entre 0 et 1, et donc ça va nous donner un pourcentage. Si on multiplie par 100, on va être capable de dire notre rendement, là, imaginons que c'est 0,40, ben, ça veut dire que c'est 40%. Donc, 40% de l'énergie que j'ai utilisée pour actionner la machine, donc c'est rendu à la charge, a été utilisé pour déplacer la charge. Donc, c'est ce que ça nous indique, donc, le rendement d'une machine. Je parlais de pourcentage, donc c'est souvent la façon dont on va représenter les rendements, c'est en termes de pourcentage, donc en calculant là, soit le travail résistant sur le travail moteur ou encore GMR sur GMI si on a les informations pour calculer ça. Donc, on va obtenir un résultat, comme je le disais, donc entre 0 et 1, et si on multiplie par 100, bien, on peut transformer ça en pourcentage. Donc, voilà pour les trois quantités travail, puissance et rendement. Comme vous avez pu voir, j'ai passé relativement rapidement sur ces quantités-là. L'objectif, c'est simplement de rafraîchir notre mémoire là, par rapport à des concepts que vous avez vus l'année dernière en sciences. Et l'objectif là, pour les prochains instants, c'est de mettre ça en application. Et donc, pour ce faire, on va vraiment passer à un exemple. Et l'exemple qu'on va travailler, il se trouve donc à la page 4, toujours de votre document de notes, et c'est l'exemple numéro 1. Donc, dans la section des exercices, on va le faire ensemble. On va vraiment là, essayer de compléter chacune des questions ensemble. Donc, c'est parti. Je vais changer ici de mode de présentation. Voilà. Donc, nous sommes à la page 4 de notre document de notes. Vous avez une section à partir de la page 4. Je pense que c'est 5 et 6
Vous avez des exercices, donc, que vous pourrez compléter. Et donc, ces exercices-là, le premier, donc, se base là, essentiellement sur tous les concepts qu'on a vus au niveau des machines, autant le gain mécanique que, par exemple, les notions d'énergie qu'on a travaillé ensemble aujourd'hui. Donc, c'est parti, j'ai fait le schéma ici pour vous et on va passer rapidement les différentes questions. Vous allez voir, certaines des questions se répondent assez rapidement. Donc, vous avez ici un plan incliné qui est utilisé pour pousser un réfrigérateur là, à bord d'un camion qui se situe à 1,5 m du sol. Donc, ça, c'est bien indiqué ici, 1,5 m du sol. Donc, la masse, peut-être avec une autre couleur, tiens, rouge. Donc, ça, c'est 250 kg. Voilà. Donc, c'est indiqué ici. Et donc, première question très simple qui n'a rien à voir avec la physique, mais c'est plus une question de trigonométrie. Donc, on cherche la longueur du plan incliné. C'est vrai, je n'ai pas indiqué que l'angle ici était de 20 degrés. Donc, quelle est la question A? Donc, quelle est la longueur du plan incliné? Donc, si je regarde ici ma situation, donc j'ai par rapport à l'angle de 20 le côté qui est opposé donc à l'angle de 20. Donc ici, et je cherche l'hypoténuse, donc qui est ici. Donc, ce qui veut dire que je peux utiliser le rapport trigonométrique sinus. Donc, pour arriver à trouver l'angle, pas l'angle, mais plutôt la mesure de l'hypoténuse ici. Évidemment, si vous le souhaitiez, vous pourriez utiliser également donc la loi des sinus là, pour trouver ça, mais moi j'ai tendance, dans un triangle rectangle, d'utiliser là, bien sûr là, les rapports trigonométriques. Donc c'est parti, sinus de l'angle de 20 degrés sera égal au côté opposé, donc c'est la hauteur de notre plan incliné, 1,5, sur la longueur de celui-ci que je cherche. Et donc, si je veux trouver ça, donc ça, c'est mathématiques de niveau le 4e secondaire. Donc, j'ai sinus sur 1. Donc, je peux faire ici, oh, pardon, je n'allais pas dans le bon sens pour mon produit croisé. Donc, voilà, 1 fois 1,5 divisé par sinus de 20. Et on obtiendra donc la réponse ici. Donc, si vous faites le calcul là, sur votre calculatrice, et d'ailleurs, vous aurez remarqué que dans votre document, vous avez directement les réponses qui sont indiquées pour vous. Donc, la longueur de votre plan incliné là, sera environ de... pas long, je fais le calcul pour vous ici. Donc, 4,3857. Donc, 4,3857. Et si on arrondit, là, on pourrait arrondir à 4,39 mètres. Donc, qui est la réponse là, pour notre première question. Donc, question de trigonométrie plus qu'une question de physique ici. Vous en conviendrez. OK, excellent. Passons à la deuxième. Donc là, on va commencer un petit peu à analyser là, ce qui se passe en termes d'énergie et de gain mécanique là, dans cette situation-là. Donc la question B, quel est l'avantage mécanique? Donc, quel est l'avantage mécanique? Ah oui, ça c'est vrai. Parfois, dans les questions, vous allez voir le mot avantage mécanique au lieu de gain mécanique, mais ces deux termes-là sont équivalents. Donc, gain là, et avantage mécanique, c'est la même chose. Donc, rassurez-vous. Et là, ici, la question peut peut-être se poser, lequel je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser le gain mécanique réel ou le gain mécanique idéal? Donc, en l'absence d'informations, parce que pour le gain mécanique réel, je dois calculer, dans le fond, la force résistante sur la force motrice. Mais là, je n'ai aucune information sur les forces qui sont en jeu ici, dans mon plan incliné. Donc, nécessairement, je devrais me rabattre sur le gain mécanique idéal. Donc, il y a le déplacement moteur sur le déplacement résistant. Et on a vu dans le précédent tutoriel que dans le cas des plans inclinés, ben, le déplacement moteur, c'est la longueur du plan incliné. Le déplacement résistant, c'est la hauteur. Donc, j'ai déjà toutes les informations pour me permettre de calculer ça. Donc, la longueur du plan incliné, donc c'est 4,39. Je viens tout juste de le calculer. Et la hauteur du plan incliné, ben, je n'ai pas besoin de le calculer, c'était donné, donc 1,5. Donc, si je divise ces deux valeurs-là, donc je vais être en mesure là, d'obtenir ici le résultat. Donc, le gain mécanique idéal, il est de, voilà ici, donc de 2,92 environ.
j'ai 2,9238044. Donc, ça serait là environ le 2,92 le gain mécanique pour ce plan incliné. Gain mécanique idéal. On va voir un petit peu plus tard que le gain mécanique réel ne serait pas tout à fait égal à celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a présence de frottement. Donc, si on devait le calculer, on ne nous demande pas de le faire, mais si on le faisait un peu plus tard, on se rendrait compte là, que ce ne serait pas tout à fait là, égal à ça. Le gain mécanique réel serait plus petit que le gain mécanique idéal, puisqu'il y a présence de frottement. C'est notamment ce qu'on nous indique là, à la question C. Donc, voilà pour ça. Donc, à la question B. Question C. Donc, quelle force devras-tu appliquer pour monter le réfrigérateur à vitesse constante si le frottement le long du plan incliné est de 120 newtons? OK. Donc, ici, on revient à nos bonnes vieilles histoires de plan incliné. Donc, on ne s'en sort pas, malheureusement, même si le chapitre sur les forces est terminé. On doit utiliser donc, nos notions de plan incliné. Donc, c'est parti. Regardez bien, je vais déplacer ici mes calculs jusqu'à présent pour vraiment se concentrer sur ce qui se passe ici au niveau de notre dessin. Et donc, si je veux calculer les forces qui sont en jeu, donc nous, on cherche cette force ici, là, la force qu'on doit exercer pour pousser donc, notre réfrigérateur à vitesse constante. Donc, ça, c'est une donnée importante. Et donc, si je veux faire ça, ben, je vais calculer toutes les forces qui sont en jeu ici, à commencer, bien sûr, par la force de gravité. Donc, c'est parti. J'aurai besoin de calculer cette force-là, donc Fg. Comme vous le savez, on est habitué, hein, la force de gravité est décomposée en deux parties, donc en Y et en X. Je vais les tracer ici. Voilà. Donc FGX, FGY. Décidément, la partie de la force de gravité qui va m'intéresser ici, c'est vraiment FGX parce que c'est ce contre quoi je me bats. Donc, moi, je suis en train de pousser contre la gravité ici et également contre le frottement. Je pourrais montrer ça dans quelques instants. On a la normale également qu'on peut illustrer. Donc, vers le haut, je n'aurais pas vraiment besoin là, de la calculer, mais je peux juste l'illustrer ici. Et également, donc, on a donc une force de frottement. Puisqu'on pousse le bloc vers le haut du plan incliné, la force de frottement agit toujours en sens contraire donc, du mouvement. Donc, je vais l'indiquer ici vers le bas du plan incliné. Donc, ça, ce serait F. La force de frottement ici. Ouf, c'est un peu pas très beau ça. Je recommence. Je vais baisser un petit peu la pointe de mon crayon. F. Donc voilà la force de frottement qui agit vers le bas du plan incliné. On a la valeur d'ailleurs de cette force de frottement-là. On peut peut-être l'indiquer ici. Donc ça, c'est 120 newtons vers le bas. Super. Donc, qu'est-ce qui me manque ici? Qu'est-ce que je dois calculer pour être capable de trouver donc la force motrice? Bien, on a mentionné hein, que la vitesse ici est constante. Donc, si la vitesse est constante, on se rappelle d'un principe important. Donc, encore une fois, référence au chapitre 5 sur les forces. Si la vitesse est constante, donc selon la première loi de Newton, donc ça veut dire que la force totale, toutes les forces sur notre objet s'équilibrent. Donc, la force totale est égale à 0 Newton. Ce qui veut dire que la force qui pousse l'objet vers le haut est égale aux forces qui le font descendre. Donc, si je mettais ça en équation, la force motrice donc, de l'objet vers le haut du plan incliné va être égale à la force de gravité en X qui le fait descendre, plus la force de frottement donc, qui oppose, là, dans le fond, qui est opposée à mon mouvement. Une autre façon de voir ça, ce serait de dire ben, la force motrice qui pousse mon bloc vers le haut, moins la force de gravité en X contre laquelle je me bats, moins la force de frottement contre laquelle je me bats, ben, ça, c'est égal à 0 Newton. Mais ça, puis ça, c'est exactement la même chose. Donc, c'est la même formule ici, c'est la même équation. Donc, si je veux trouver ma force motrice, je dois trouver la force de gravité en X, je dois ajouter 120 newtons et j'aurai trouvé, donc, la force motrice nécessaire pour pousser mon bloc vers le haut du plan incliné à vitesse constante. Donc, la seule information qui me manque ici, c'est FGX. Donc, si je suis capable de trouver FGX, j'aurai tout trouvé. Là, j'additionnerai FGX plus la force de frottement et le tour sera joué. Donc, calculons ça. Commençons par calculer FG. Ici, avec M fois G. Donc, on a un bloc de 250 kg fois 9,8 newton par kilo. Permettez-moi d'effacer ici. 9,8 newton par kilo.
Et donc, si on multiplie ces deux quantités-là, 250 fois 9,8, on obtient 2450 newtons. 2450 et non pas 240, 2450 newtons. Parfait. Et donc, pour trouver FGX ici, donc c'est le côté qui est opposé à l'angle de 20 dans mon triangle, là, au niveau de la décomposition de ma force de gravité. Donc, je pourrais encore une fois utiliser le rapport trigonométrique sinus. Donc, si vous avez de la difficulté avec ça, allez voir mes tutoriels là, sur les plans inclinés du chapitre 5. C'est des choses qu'on a répétées là, encore et encore et encore et encore. J'ai fait plusieurs séances aussi de questions-réponses où je répondais à différents problèmes là, en lien avec ça. Donc, allez voir ça, certainement. Donc, pour calculer FGX, ici, on va faire FG fois sinus de l'angle. Donc, sinus de θ qui est de 20 degrés. Donc, FG, donc 2450 newtons, fois sinus de 20 degrés. Donc, on va calculer ça ici. Donc, 2450 fois sinus de 20. Et on obtient une force là, de 837,95 newtons. Et donc, pour trouver ma force motrice, il me reste une dernière étape. Donc, c'est d'additionner les deux forces ici, FGX et FF. Donc, 837,95 newtons plus 120 newtons. Eh bien, ça nous donne donc ici une force donc de 957,95 newtons, qui est la force de frottement. Pardon, pas la force de frottement, la force motrice nécessaire pour pousser mon bloc à vitesse constante vers le haut du plein. Donc la question C, en somme, c'est pas vraiment une question là, d'énergie, c'est plus une question là, de force, une question en lien avec le chapitre 5 davantage que celui sur les machines. Mais comme quoi, là, à tout moment, il faut réutiliser là, certaines de nos connaissances, notamment sur celle des forces, là, parce qu'on utilise beaucoup ces choses-là, là, bien sûr, là, dans tous les contextes. OK, donc ça, c'était la question C ici, que je pourrais indiquer C, ici comme ça. Question D. Maintenant, je vais l'écrire en dessous ici. Calcule le travail effectué contre la pesanteur. Donc, là, ici, c'est une question qui n'est pas particulièrement claire qui nous demande une réponse qui n'est peut-être pas évidente. On va essayer de décortiquer tout ça d'abord. Donc, quel est le travail contre la pesanteur? Donc, je vais mettre travail ici. Je vais mettre pesanteur. Là, on va comprendre que c'est ça qu'on cherche ici, pesanteur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, revenons ici au numéro C. Et revenons à l'équation que j'ai donnée pour la force motrice. Donc, j'ai dit que la force motrice, c'était donc la poussée contre la force de gravité en X et contre le frottement. Donc, quand je suis en train de pousser contre mon réfrigérateur pour le soulever, là, pour le pousser le long du plan incliné, je me bats contre deux choses. Je me bats contre la force de gravité en X et je me bats contre le frottement. Donc, je dépense de l'énergie, j'effectue un travail, mais j'effectue un travail contre deux phénomènes distincts, la gravité et le frottement. Donc, à la question D, on nous demande quelle est l'énergie dépensée à se battre contre la gravité. Et vous aurez compris qu'à la question E, on va vous poser exactement la même question. Quelle est l'énergie dépensée à se battre contre le frottement? Donc, je peux tout de suite préparer la question D, là, parce que ça va être très semblable. Dans le fond, là, ça va se baser sur ce qu'on fait ici à la question E, qui se base sur la question D, donc le travail contre la force de frottement. Et donc, comment est-ce qu'on calcule le travail? Bien, on a vu dans les explications précédentes, donc c'est la force parallèle fois le déplacement. Donc, quelle force est-ce que je dois déployer quand je me bats contre la pesanteur? Bien, je dois pousser contre FGX. Donc, la force que je combats, c'est FGX. C'est cette force-là qu'on va venir indiquer ici dans la force parallèle que j'essaie de déployer. Donc, et le travail que j'effectue contre cette force-là. Vous aurez compris
que pour le E. Tiens, on va faire les deux simultanément. Mais la force parallèle que j'essaie de combattre, c'est la force de frottement. Pardonnez-moi. Donc, c'est cette force-là que j'essaie de combattre ici. Donc, maintenant, la distance sur laquelle je vais combattre ces deux forces-là, ben, c'est la même. C'est la distance du plan incliné, donc, dans les deux cas. Donc, allons-y, calculons les deux travails vraiment là, de façon là, simultanée. Donc, commençons par le numéro D, là, le travail fait contre la pesanteur. Donc, la force qu'on combat, c'est la force de gravité en X, 837,95 newtons, fois un déplacement à la longueur du plan incliné de 4,39 mètres. Et pour donc le travail là, contre la force de frottement, donc la force de frottement, ben, c'est la force contre laquelle on se bat, donc 120 newtons fois la même longueur, donc la longueur du plan incliné, 4,39. Donc on va calculer ça là, au niveau là, du travail contre la pesanteur, 837,95 fois 4,39. Bon, si vous utilisez des valeurs qui sont arrondies, vous allez voir là, que vous obtiendrez aux alentours là, de 3678. Par ailleurs, si vous regardez le corrigé, la réponse, donc ça va vous donner, là, c'est 3675 bien précis. Et la raison pour laquelle c'est 3675 bien précis, c'est que si vous utilisez vraiment vos données avec aucune perte de précision, tant pour la longueur du plan incliné que pour la force de gravité en X, ben, c'est à ce moment-là que vous allez obtenir là, donc précisément le 3675. Ça, c'est vraiment si vous perdez aucune précision. Même principe pour le travail contre le frottement. Donc, si vous faites 120 fois 4,39, donc vous obtenez là, 526,8, mais là encore là, c'est si vous avez arrondi en cours de route. Donc, si vous gardez vraiment toute votre précision, vous devriez obtenir là, 526,28 joules. Ce n'est pas une énorme différence, mais quand même, c'est important là, de le constater ici. Et donc, ça nous donne le travail effectué contre la pesanteur, le travail effectué contre le frottement. Autrement dit, quand je pousse, je dépense de l'énergie à me battre contre la gravité, mais je dépense aussi de l'énergie à me battre contre le frottement. Et vous avez complètement en bas de votre page 4 la question quel est le travail total? Mais le travail total, c'est la somme, dans le fond, de toute l'énergie que j'ai dépensée. Je dépense de l'énergie à me battre contre la gravité. Je dépense de l'énergie à me battre, donc, contre le frottement. Ben, tout ce travail-là, ici, 3675 joules plus 526,28 joules. Donc, ça sera l'énergie totale dépensée par quelqu'un qui pousse donc l'objet. Et ça va vous donner là, précisément 4201,28 joules. Y aurait-il eu d'autres façons d'arriver à ce résultat-là? Bien, absolument. Si on revient ici à la force motrice qu'on a calculée, donc, au tout début, là, à la question C, donc la force que je devais déployer pour monter ma charge à vitesse constante, la force que je déploie contre la force de gravité en X et la force de frottement, donc 957,95, ben, vous pouvez le faire par vous-même. Si vous prenez cette force-là, la force totale de 957,95 newtons, fois donc le déplacement de 4,39 mètres, qui correspond à la force parallèle fois le déplacement, ben vous obtiendrez exactement donc le même résultat. Donc, plusieurs façons d'arriver exactement au même résultat. Et encore une fois, là, ça démontre là, que on a plusieurs chemins qui nous mènent au même endroit. Et c'est à nous de choisir, dans le fond, là, la façon qu'on trouve la plus rapide, la plus efficace, donc d'arriver au résultat. Donc voilà, ça fait le tour ici pour ce problème-là à la page 4 de votre document de notes. Donc, les autres exercices, je vous dirais, là, donc si vous avez compris cet exemple-là, les autres exercices ne vous sembleront pas particulièrement complexes, là, je pense bien. Donc, c'est des exercices dans lesquels on retravaille les principes de gain mécanique, également les principes d'énergie, de travail, de puissance, de rendement.
Donc, vous avez également les réponses dans votre document d'exercice là, à votre portée. Donc, ça vous permet de vous valider en temps réel. Et donc, à partir de tout ça, je vous souhaite, j'espère que tout ça vous aura été fort utile et j'espère que vous pourrez à partir de ça là, poursuivre là, vos devoirs, vos exercices sur les machines simples. Et sur ça, on se dit à la prochaine pour un autre tutoriel.